Donc, bienvenue sur cet atelier du campus Amérique du Nord pour la 7e édition de BIG. Donc moins de monde en physique, mais je sais que des gens sont connectés en ligne, donc bienvenue à vous également. Donc pour cette nouvelle thématique orientée green et transition développement durable. On abordera cette fois-ci donc l'enjeu de financement des investissements verts sur le marché des énergies renouvelables aux États-Unis. Et donc pour nous donner des clés de compréhension de cet enjeu, j'ai la chance de l'opportunité d'accueillir Guylain Descamps de CACIB, donc qui est venu de New York pour BIG. Et donc je vais vous laisser la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous, d'avoir la chance de pouvoir revoyager un petit peu et de recommencer les vols transatlantiques et d'échanger aujourd'hui assez directement sur le financement et concrètement sur le financement des énergies renouvelables aux États-Unis. On va regarder un petit peu l'écosystème, on va regarder ensuite les spécificités de financement très concrètes, et ensuite on regardera un petit peu les différents secteurs des renouvelables et comment se finance chaque secteur. Donc si on regarde un petit peu pour donner des tailles de marché, mais en fait surtout ne serait-ce qu'à l'échelle d'une banque comme le Crédit Agricole, juste le Crédit Agricole dans le monde, on a financé 60 gigawatts de renouvelables et on voit à l'échelle de ce développement de l'industrie des financements à hauteur de, juste sur la zone Amérique, des fortes croissances avec 15 gigas de wind, 6 gigas de solaire et on commence à voir un peu de storage, moins de barrages et d'eau, bien sûr, ça c'est plus chez nos amis canadiens que ça se passe, mais pour dire que le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole CIB, par ses expertises et son réseau international, est un leader mondial du financement du renouvelable et par les techniques de financement de projet qu'on va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc tout ça, c'est les techniques de financement de projet existent depuis toujours, on finançait tout type d'actifs bien évidemment, et aujourd'hui on fait que du renouvelable ou presque plus que du renouvelable en termes de financement des actifs. Donc ça c'est l'échelle du groupe Crédit Agricole, un leader mondial sur ce secteur sans aucun doute. Pour donner un peu un autre aperçu de l'écosystème, alors vous allez avoir un peu de mal peut-être à le voir, mais on a des différentes classes d'acteurs qui sont très actifs dans le monde du renouvelable, sur le marché américain et sur le marché mondial. On a bien sûr les développeurs green, qui vont être ceux qui vont développer les projets, du solaire, de l'éolien, de l'offshore, de l'hydrogène. On a ces utilities ou IPP, ceux qui achètent l'électricité verte et qui ensuite la redistribuent chez leurs clients, mais c'est eux qui les achètent par des contrats des PPA, des contrats de Power Purchase Agreement long terme, on en reparlera. On a les investisseurs institutionnels long terme. Ces actifs, c'est des actifs longs, c'est des actifs très stables, et donc ils vont très bien dans les books et dans les portefeuilles de ces gros investisseurs. Donc ils sont clairement partie de l'écosystème, on en reparlera aussi. On a les oil majors, les Total, les Shell, ce sont des grands acteurs de l'oil and gas qui se transforment tous vers le renouvelable, et c'est des très gros acteurs du développement de ce marché. Voilà, alors on peut penser que c'est de l'oil and gas, c'est sale, mais c'est des acteurs clés de la transformation et de la transition énergétique, et ils y jouent un rôle clé. Et bien sûr, on a nos conglomérats, les conglomérats internationaux qui investissent notamment aux États-Unis. Il faut savoir que sur le renouvelable, l'Europe, on est très en avance, hein, et les Américains y suivent, mais quand ils s'y mettent, ils accélèrent très vite et ils vont certainement dépasser l'Europe, ce qui serait une très bonne chose, puisque plus on a de personnes qui se développent et qui font du renouvelable, le meilleur ce sera pour le long terme sur la planète.
L'autre élément clé de ce financement renouvelable, c'est que par nature et par définition, ils sont verts, ils sont green, et que aussi la communauté financière, les banques, mais aussi les asset managers ont maintenant tous des poches de développement spécifiques et d'investissement spécifiques sur le green. Crédit Agricole, on a été un des leaders. Il y a 12 ans, on a lancé Sustainable Banking, et on est encore aujourd'hui tout en haut des classements mondiaux sur le financement les financements verts. Pareil, on se fait rattraper et c'est très très bien, puisque le fait qu'on se fasse rattraper, ça veut dire que tout le monde s'y met. Et donc du coup, aujourd'hui, quand on a Amundi, le leader européen de l'asset management, qui depuis 10 ans a des classes spécifiques d'actifs green, c'est très bien. Mais quand BlackRock s'y met et que BlackRock fait 10 fois la taille d'Amundi, et bien évidemment, c'est encore plus puissant et ça va encore plus vite. Donc on a parlé un petit peu de ce qu'on fait au niveau du Crédit Agricole, de l'écosystème. On va rentrer très, très concrètement dans le financement dans le financement de projets. Comment on finance un actif renouvelable. Là, on va parler de la capital structure. Et sa capital structure, c'est de l'equity, bien évidemment. Donc l'equity, ça représente entre 10 et 20% du projet. Il est porté par les investisseurs qu'on a vu, soit par les développeurs eux-mêmes, en tout cas dans la première phase de développement et de construction, et ensuite il est repartagé par les grands institutionnels. Sur la partie wind, onshore, sur la partie solaire, on est dans des marchés très 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 compétitifs, et donc les taux de retour sur equity deviennent de plus en plus faibles, avec des projets qui sont aussi de plus en plus risqués, un peu plus, donc avec plus de risques moins contractés, un peu plus merchant, et du coup on a un peu plus d'augmentation du risque et des returns qui sont compétitifs. Donc nos amis japonais par exemple sont des grands investisseurs dans le green et le renouvelable aux États-Unis. La spécificité du marché américain, et on va y passer un petit peu de temps, c'est cette composante tax equity. Donc les Américains ont une des contributions fiscales pour soutenir le développement du renouvelable aux États-Unis, et ça passe par un avantage fiscal qui est à peu près 30%, 26% aujourd'hui sur l'ensemble du coût. Donc 26% du coût d'un actif renouvelable aux États-Unis est financé par un avantage fiscal. Il a connu plusieurs formes. Biden est en train de faire évoluer un petit peu ces formes, mais pour faire assez simple, il y a deux grandes classes. Il y a ce qu'on appelle le Investment Tax Credit ou le Production Tax Credit, et qui est en fait un avantage fiscal qui dépend de soit du montant d'investissement, soit qui est touché sur la période pendant la production de l'actif solaire. Donc il y a une classe d'investisseurs qui vient, qui est une classe d'investisseurs qui ne prend que l'avantage fiscal, et qui, une fois, donc il a la propriété de l'actif pendant une période, 5-7 ans, pendant un taux de return spécifique qui est lié à l'avantage fiscal. Et à la fin de cette période, il rend la propriété du projet aux equity guys qui avaient une autre classe d'actifs de shares. Voilà. Donc des returns sur le marché equity, par 8-12% de return, un avantage fiscal. Et c'est assez étonnant, c'est un marché qui est très 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 déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 acteurs qui offrent l'avantage fiscal. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir de la base fiscale, il faut payer beaucoup d'impôts aux États-Unis. Donc c'est les JP Morgan, les US Banks, les Google et autres qui investissent en tax equity dans ces projets. Et donc du coup, quand on est un gros acteur et qu'on développe énormément de projets renouvelables aux États-Unis, on n'a pas de problème. On peut aller négocier et discuter avec JP Morgan et les autres. Ça se passe bien, il y a du flux, ça roule. Quand on est un petit acteur et qu'on vient et qu'on veut faire un projet de développement, c'est très difficile de trouver le tax equity parce que faut taper à la porte de ces 10 personnes et c'est pas simple. Voilà. Donc il y a un peu des boutiques qui se développent pour essayer d'aider les plus petits acteurs à trouver leur tax equity à l'intérieur dans le financement du renouvelable aux États-Unis, mais c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et même les gros, le bras de fer dans la négociation n'est pas toujours évident.
Et donc du coup, comme le tax equity a une priorité sur l'actif pendant les premières années, le financement que les banques ou les investisseurs bancaires ou institutionnels prennent sur la dette devient en deuxième rang. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des financements en back leverage, c'est-à-dire qu'on leverage un actif, mais en fait en ayant un deuxième lien de priorité sur l'actif. Et donc les banques, comme nous, les grandes banques françaises, sommes des leaders mondiaux dans le financement de projets en utilisant notre bilan. Crédit Agricole, 10e bilan mondial, donc on l'utilise à ça. Mais aussi les investisseurs en dette qui viennent prendre de la dette, donc sous forme de project bond par exemple. Voilà, donc dans la capital structure d'un projet de green, d'énergie renouvelable aux États-Unis, il y a de l'equity, il y a cette composante tax equity, et il y a la composante back leverage de dette qui est développée. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur la capital structure, et sinon on va avancer sur les différents types de classes d'actifs du renouvelable en fait aux États-Unis. Donc on a le utility scale, on en a parlé, le wind, j'ai mis un petit peu les tailles de marché, 122 gigas, c'est colossal. Le solaire aussi. Alors on a l'impression qu'au Texas, ils pensent que oil and gas. Le Texas est le plus gros producteur d'énergie wind aux États-Unis. Donc ça va, voilà, il n'y a pas forcément des a priori qui ne sont pas forcément vrais, ça se développe très vite. Et par contre, le storage commence, le storage utility scale, mais on a des gros projets qui arrivent, notamment en Arizona, où à côté des grosses fermes solaires, ils viennent mettre des grosses fermes des grandes batteries. Tout ça avec bien sûr des PPA, des Power Purchase Agreement, en général très long terme, et donc qui permettent de financer ces actifs assez facilement. Du coup, c'est devenu très compétitif. Donc cette partie-là, Utility Scale, c'est très compétitif. Ces PPA qui étaient avant des très longs termes avec des très grandes utilities qui étaient très peu de risques, ça existe de moins en moins. Du coup, les PPA deviennent plus courts. C'est là, je dis, il y a un peu plus de risques qui rentrent à l'intérieur de l'équation. Ou alors, on rentre aussi dans des PPA avec des corporates. Donc Amazon est le plus gros acheteur d'électricité verte. Il fait des corporate PPA. Et on a aussi sur les sujets wind notamment, des éléments un peu nouveaux de repowering, c'est-à-dire qu'on a des anciennes fermes qui sont là, mais dont l'avantage fiscal est écoulé. Et pour renouveler l'avantage fiscal, on change la turbine. On prend la turbine, on met une nouvelle turbine, et donc du coup on repart sur un ITC ou un PTC et une partie tax equity, et on repart sur un nouveau financement, on regagne du temps dans la durée du financement. Et donc les acteurs principaux sont ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Un petit mot sur les fonds d'infra. Les fonds d'infrastructure se développent énormément dans ce marché, de plus en plus gros, ils ont énormément de moyens. C'est aussi des très bons acteurs dans l'écosystème. Alors il y a un petit sujet que j'aime beaucoup, qui est le Distributed Generation, et qui est un petit peu spécifique aux États-Unis. En tout cas, il fonctionne de façon différente. On a bien évidemment, vous le savez peut-être, la Californie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire une maison neuve en Californie sans qu'il y ait un panneau solaire sur son toit. C'est obligatoire par l'État de Californie, et ça se développe partout. Donc du coup, depuis maintenant de nombreuses années, des acteurs se sont développés, et j'ai mis là les trois leaders américains: Sunrun qui est le premier, Sunnova, SunPower qui est une filiale de Total Energy, et qui développe des panneaux solaires, qui installe des panneaux solaires sur les toits de vous et moi, sur nos maisons. Les CNI, c'est Commercial and Industrial, donc les petites sur des entrepôts, sur les écoles, sur les parkings, et c'est cette génération distribuée, elle est de plus en plus associée à du storage, et on a la capacité
à storer. Et comme on store toutes ces capacités à storer, peuvent permettre de répondre à une demande de la grille particulière. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a, comme partout d'ailleurs, il y a des piqueurs, c'est-à-dire qu'il y a des usines qui sont là, qui ne marchent jamais, elles ne marchent que quand il y a une demande dans la grille. Aujourd'hui, cette capacité distribuée peut permettre de répondre aux besoins de la grille. Et donc demain, on aura l'ensemble de nos voitures, de nos petites batteries qui sont à l'intérieur de nos maisons, qui vont être sollicitées à la demande de la grille. Voilà. Et bien sûr, ça vient avec des services, énergie as a service, optimisation de l'énergie, efficiency. Et on a donc bien sûr pour financer cette génération distribuée, il y a des acteurs qui se sont développés comme Goodleap ou Mosaic. Vous avez certainement jamais entendu parler de ces gens-là. Goodleap génère 400 millions de dollars par mois de prêts solaires, et c'est des prêts de 10-20 000 dollars pièce. Voilà. Et donc du coup, il génère. Alors il y a aux États-Unis ce qu'on appelle les FICO scores, qui permettent de juger de la qualité du crédit d'un individu. Et sur la base de ces FICO, on crée des portefeuilles de prêts. Et ces portefeuilles de prêts sont achetés par les grands investisseurs institutionnels dont on a évoqué. On les warehouse, c'est-à-dire qu'on crée des financements qui permettent à tous ces petits prêts les uns après les autres de s'accumuler dans un véhicule. Et ce véhicule, on peut le refinancer à long terme avec les ABS, donc Asset Backed Securities. Et c'est un financement long terme pris par les investisseurs dettes du marché et qui est adossé à l'ensemble de ces portefeuilles de loans solaires. C'est les techniques de titrisation. Crédit Agricole est aussi un des leaders mondiaux en termes de titrisation, de créances commerciales, de portefeuille de loans. On a le troisième, notre conduit de titrisation est le troisième en taille mondialement. Et donc on aime beaucoup développer et travailler avec ces nouveaux acteurs du solaire distribué. J'ai oublié de mentionner les Renewable Energy Credit. Quand on produit, donc c'est un peu à la star du tax equity qu'on a évoqué sur les grands projets wind and solar. On a des Renewable Energy Credits qui sont des petits actifs, des certificats qu'on peut trader, acheter, vendre. Donc il y a des portefeuilles de REX qui sont un petit peu dans la même veine et qui sont associés, qui sont aussi inclus dans ces portefeuilles qu'on finance aux États-Unis. Donc c'est assez spécifique. En Europe, on fonctionne pas exactement de la même façon. Et le marché de l'ABS, donc l'Asset Backed Securities, est très 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 développé aux États-Unis et du coup permet d'aller toucher ces classes d'actifs et contribuer au financement vert. Et bien sûr, ces ABS sont verts, ils sont classés verts, ils sont achetés par des investisseurs dans leur classe d'actifs green. Un tout petit clin d'œil sur l'offshore wind américain, parce que la semaine dernière, on a closé le premier financement d'offshore wind aux États-Unis. Alors en Europe, on a l'habitude, on voit ça partout, mais aux États-Unis, ça commence. Il y a à peu près 30 gigas qui sont disons plus ou moins planifiés, surtout sur la côte est des États-Unis. Il y en aura sur la côte ouest, mais ça sera plutôt du floating offshore, et c'est pas tout de suite. Mais le premier, il s'appelle Vineyard Wind. Il est à côté de l'île de Martha's Vineyard, pour ceux qui connaissent. Donc je vous ai mis le petit plan. On voit Martha's Vineyard, et on voit toutes ces zones qui ont été mises en fait en auction par le gouvernement américain et le state, et qui ont été louées à des acteurs qui vont développer dessus des fermes offshore, comme ça s'est passé en France, bien évidemment. Et j'ai fait qu'un focus là, mais il y en a tout le long maintenant, devant le New Jersey, devant New York, devant la Caroline du Nord, et donc c'est que le début, c'est très très excitant. Donc Vineyard Wind, c'est une société qui a été créée par CIP et Iberdrola. Donc CIP, c'est Copenhagen Infrastructure Partner, donc des Européens qui sont leaders dans l'offshore wind en Europe. Et Iberdrola, donc la filiale américaine d'Iberdrola, elle s'appelle Avangrid, et pareil, donc ensemble ils ont créé ce premier projet. Donc on vient de financer 2,5 milliards de dettes back leverage, comme on a vu tout à l'heure. C'est un PPA à 20 ans avec 3 utilities qui rachètent l'électricité qui sera produite par cette ferme.
les deux sponsors ont mis 1,3 milliard d'equity dans le projet voilà, et ça va générer de l'électricité qui va servir tout le Rhode Island, qui va servir le Maine, du Rhode Island jusqu'au Maine voilà. Et donc là, c'est le premier, mais ça commence. Engie est en partenariat, pareil, avec il y a d'autres, j'en ai mis quelques-uns, mais il y a Vineyard, il y a Mayflower, Atlantic Shore et d'autres joint ventures qui ont été créés, essentiellement par des acteurs européens. Ouais. Voilà, donc c'est pas là, mais Total et EnBW ont annoncé la semaine dernière une joint venture pour aller investir dans ce marché. Donc d'abord on achète le droit, donc on achète la mer en fait, un lease sur la mer, et ensuite on développe les projets sur ce. Voilà. Donc un beau développement. Crédit Agricole est très fier d'être une banque leader dans le financement. Voilà. Crédit Agricole, on supporte à hauteur de 400 millions ce projet. C'est des choses qu'on fait et qu'on est très, très content de faire. Et le dernier petit point, on travaille sur l'hydrogène vert. Pareil, encore une fois aux États-Unis en retard, les acteurs européens ou asiatiques qui développent les premiers projets. 174 Power Global, c'est la filiale américaine du coréen Hanwha Energy. Hanwha, c'est un très très gros développeur. Il développe des grosses centrales solaires. On a d'ailleurs organisé pour eux un partenariat avec Total sur 1,6 giga de solaire qu'ils ont fait aux États-Unis. Et ils ont sur le projet que je référençais notamment tout à l'heure dans l'Arizona, un projet de mettre un projet qui est petit mais qui a vraiment la capacité de scaler fort, de conversion en hydrogène, de conversion de solaire en hydrogène, et ensuite de transporter cet hydrogène par pipeline, soit en le mixant dans du natural gas, soit sur un pipeline dédié pour fournir les projets de Los Angeles. Los Angeles est un acteur pionnier, la ville de Los Angeles, dans l'hydrogène, sur le port et sur les énergies. Et donc cette génération d'hydrogène part sur le projet de nos amis coréens de 174 Power Global, va être un des acteurs majeurs. Donc on a échangé avec eux et avec Cummins, qui eux sont les spécialistes des powertrains et ils font énormément de bus électriques, de bus à hydrogène, les school bus, les petits school bus jaunes commencent à devenir électriques ou hydrogène, et ça avec le leadership de Cummins. On a échangé avec eux dans le cadre de la New York Climate Week qui était il y a quelques semaines. Et en fait, ce qui sort de la discussion avec eux, c'est que c'est vraiment un sujet d'infrastructure. Et donc, soit cette infrastructure, elle sera centralisée, un peu comme j'expliquais, soit elle sera complètement décentralisée. Et l'hydrogène sera produit par petites quantités à plein d'endroits diversifiés. Voilà. Donc, on est aujourd'hui un peu dans ces débats. Tout ça, l'hydrogène, c'est pas pour tout de suite, mais on est quand même dans le développement. Et donc, on a au Crédit Agricole développé une équipe dédiée sur l'hydrogène et un secteur spécifique sur l'hydrogène, pareil depuis quelques années, probablement avant beaucoup de monde. Et l'idée, c'est de travailler avec ces acteurs sur la bancabilité future de ces projets. Parce que d'habitude, voilà, c'est des projets qui sont petits aujourd'hui, c'est des pilotes. Donc voilà, on ne va pas prendre du risque d'un pilote, mais sur le sujet de l'hydrogène, on va le faire. Et donc on va comme ça développer, accompagner, pousser ces sujets. Donc aujourd'hui, donc ça c'est pour demain, mais aujourd'hui ce qu'on fait aux États-Unis et un marché qui se développe énormément sur le renouvelable et son financement, sur l'offshore, c'est nouveau, sur le utility scale, bien sûr le wind, le solar, c'est des choses là, qui deviennent très compétitives, très mainstream. Le solaire distribué et la génération distribuée, qui est clairement l'avenir et qui sera qui sont des sujets passionnants dans un écosystème global avec des acteurs globaux d'investisseurs, de utilities, de développeurs, de majors, et tout ça supporté par des acteurs bancaires et par les marchés, et des acteurs bancaires comme le Crédit Agricole. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire un tour d'horizon des différents secteurs et de rentrer un peu concrètement dans les spécificités du financement du marché américain. Et sur ce, s'il y a des
des questions, je suis naturellement ravi de continuer cet échange avec vous. Merci beaucoup Guylain, merci pour effectivement, c'était précis, c'était un peu technique parfois pour moi, mais en tout cas très intéressant. Et puis je pense qu'effectivement ça donne les bonnes clés de compréhension sur cette thématique et sur cet enjeu. Si l'un d'entre vous a une question, vous avez la parole. Et si c'est pas le cas, oui. Oui, bonjour. Je suis arrivée un peu à la fin de la présentation, donc peut-être que vous y avez répondu déjà, mais j'aurais souhaité savoir pourquoi ça se pose encore la question de savoir si on centralise ou décentralise la production. Parce que chaque territoire en fait a ses propres spécificités, a ses propres atouts, et ses propres avantages. Et pourquoi il faudrait centraliser en fait une production, alors qu'il vaudrait mieux potentiellement se rapprocher plus des consommateurs pour économiser les coûts de transport et toutes les émissions liées au transport en fait. Oui, c'est une excellente question. En fait, le marché de l'énergie a toujours été un marché, jusqu'à présent, très centralisé. Et on a toujours fonctionné avec, ici on fonctionne avec des grosses centrales nucléaires qui sont centralisées et qui distribuent sur l'ensemble du territoire. Aux États-Unis, il y a des spécificités régionales puisque chaque État fonctionne de façon très très différente et on a les grilles. En France, il y a une grille qui dessert toute la France. Aux États-Unis, il y a plusieurs grilles qui desservent. Il y en a une qui dessert le Texas uniquement, il y en a une qui dessert ce qu'on appelle PJM, il y en a une pour la Californie. Donc les réseaux électriques sont déjà différents. Il y a plusieurs réseaux électriques. Mais dans ces réseaux électriques aux États-Unis, les actifs de production ont toujours été gros et centralisé. Pourquoi ? Pour les raisons de coût. C'est beaucoup moins cher de faire une grosse centrale qui génère énormément d'électricité et de la distribuer. Il y a de la perte en ligne effectivement quand l'électricité part dans les réseaux, mais en fait de façon minime par rapport au coût, en tout cas avant, de produire cette électricité de façon décentralisée. Et donc on y arrive maintenant en fait. Maintenant, avec le prix la baisse des prix des panneaux solaire, l'électricité solaire est devenue tout à fait compétitive, et donc du coup on est capable avec le solaire de rendre cette énergie distribuée. Et les storage va aussi, forcément, c'est l'intermittence du solaire, la combinaison du solaire et du storage va permettre de décentraliser l'énergie. Et donc d'une industrie qui a été toujours très très centralisée, l'avenir de l'énergie sera décentralisé. En tout cas, en partie. Voilà. Et donc, du coup, on commence à voir ces prémices. Et quand on voit la taille et le développement et la vitesse de développement des Sunrun, Sonova, SunPower et de l'écosystème distribué, c'est très excitant pour la suite. Ouais. Et donc sur l'hydrogène, on aura probablement les mêmes types de problématiques, mais ça reste des actifs chers, quoi. Donc il faut faire, si on les fait petits, ça restera cher. Donc il y a une économie d'échelle à le faire plus gros, d'où le débat actuel. Merci. Est-ce que vous avez une petite idée des États les plus propices au niveau de la volonté politique pour le développement à la méthanisation, notamment du biogaz ? Wow. Alors les États sont effectivement assez différents. Avec Biden, il y a un push fédéral déjà qui est clair et qui se développe. Après, les États en particulier ont des programmes, notamment sur le tax equity, qui est différent. Donc, dans l'État de Massachusetts, ils ont un programme qui s'appelle le programme SMART, qui aide là, je suis plus sur le solaire distribué, qui va pousser plus. La Californie, donc chaque État aussi aux États-Unis a des objectifs de décarbonisation spécifiques à chaque État. Et donc, forcément, il suffit de regarder un peu la liste des États qui ont des objectifs de décarbonisation les plus forts. Et c'est ceux-là qui seront le plus à même à aller chercher des nouvelles technologies, notamment sur le biogaz ou sur d'autres nouvelles technologies.
Donc ça c'est un premier aspect, c'est en fonction du développement. Je suis moins familier sur les sujets de biogaz en particulier, donc je ne sais pas répondre exactement à la question, mais effectivement ça dépend des États. Donc je dirais bien évidemment Massachusetts, New York, North Carolina probablement, hein, là où il y a Duke notamment sur la côte est, et sur la côte ouest, la Californie, ils sont en avance surtout, c'est sûr. Mais attention, le Texas par exemple est un acteur très influent dans le renouvelable. Hein. Bon, alors ils ont le soleil bien évidemment, ils ont du vent. Voilà. Après les États plus républicains, plus ancrés, ils aiment, a priori ils supportent moins, quoi. Ils ont des politiques un peu moins agressives. Hein. Mais c'est des sujets sur lesquels on peut revenir pour avoir un peu plus de... Je ne crois pas qu'on ait financé de façon massive du biogaz aux États-Unis. Ouais. Il y a une raison particulière à ça ? Il y a une raison particulière à ça ? Il faut qu'on soit familier avec la technologie pour que nous, les banquiers, on puisse rentrer dans ces domaines. Donc sur tous ces sujets-là, on est assez familier. Et aussi, on aime bien quand c'est gros. Donc il faudrait, sur des sujets qui sont plutôt de petite taille, avoir la capacité à les rassembler dans des portefeuilles. Donc il y a des portefeuilles, aussi encore nos amis coréens, les autres, pas Ornoa mais les gens de Kepco, ont une des entités qui fait pas mal de biogaz, et là il y a un portefeuille, donc ça on a regardé à essayer de financer le portefeuille de différents actifs. Mais c'est vrai que la taille est un sujet, et donc quand on arrive à les packager en portefeuille, là on peut rentrer sur des techniques de financement un peu plus de titrisation, et l'appétit des investisseurs se développe pour les petites tailles. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais après il y a un coût spécifique quand on a des plus petits actifs. C'est beaucoup plus difficile pour un petit acteur, bien évidemment, hein, je crois que ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui aux États-Unis, voilà, il faut y aller big, quoi. Merci bien. Merci à vous, merci Guilain, surtout pour cette intervention, pour la participation et d'être venu de New York pour intervenir. Voilà, j'espère que cette présentation a pu vous éclairer et puis répondre à des questions que vous pouviez vous poser. Et puis j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup et puis merci encore à vous, Guilain.